Donc, bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci d'être venus nombreux à une journée qui porte sur donc, ces acteurs clés de la formation professionnelle que sont les formateurs en entreprise. Et donc, je voulais organiser en quelque sorte ma présentation autour de quelques idées centrales que je vais essayer de vous décliner et de développer. La première, c'est que je pense que si on veut interroger et développer la qualité de la formation professionnelle, et en particulier la formation à la pratique professionnelle, c'est extrêmement important d'avoir une très bonne connaissance des réalités de l'activité réelle des formateurs en entreprise. Et en particulier, c'est ça que je vais essayer d'illustrer, d'un aspect, c'est pas le seul, mais c'est un aspect important de leur activité qui est les situations d'interaction avec les apprentis. Donc ces situations où les formateurs en entreprise sont en communication directe avec l'apprenti, sont au travail avec lui, sont dans une situation de face à face et d'échange avec lui. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un peu le microscope sur ces situations très banales, très quotidiennes, d'interaction entre les formateurs et les apprentis. Et ce que j'aimerais essayer de vous montrer, c'est que conduire des interactions avec les apprentis, c'est quelque chose qui nécessite des compétences. C'est quelque chose qui mobilise aussi une forme d'expertise particulière, et c'est aussi quelque chose qui peut s'apprendre, c'est aussi quelque chose qui peut se développer. Et on va essayer de montrer que les formateurs en entreprise construisent, développent des compétences d'interaction dans leur travail avec les apprentis. Donc avec mon équipe, l'équipe Interaction et Formation, on a eu la chance depuis une dizaine d'années maintenant de conduire plusieurs recherches sur la formation professionnelle, dans lesquelles on a pu observer, mettre en évidence et aussi commencer à développer les compétences d'interaction des formateurs dans différents contextes de travail. Et ce que je vais vous présenter, c'est à la fois comment on s'y est pris pour observer ces compétences, quelques exemples de compétences qu'on a pu mettre en évidence, et aussi quelles sont les démarches qu'on a pu mettre en place pour essayer de développer, de vous accompagner dans le développement de ces compétences d'interaction. Alors, dans la première partie de cette présentation, qui va être rapide, j'aimerais simplement vous dire comment on s'y est pris pour essayer de mettre en évidence l'importance de ces compétences d'interaction des formateurs en entreprise. Alors, Barbara Gluck, qui a fait cette présentation ce matin avec David Pernou, a utilisé beaucoup les entretiens, des situations où on va s'entretenir avec les formateurs. Dans les recherches que nous avons conduites à Genève depuis 10 ans, nous sommes vraiment aussi allés sur le terrain, mais nous avons observé les situations réelles d'interaction en entreprise. Donc on a utilisé beaucoup la vidéo, c'est-à-dire à la fois la présence des chercheurs sur le terrain sur une longue durée, et on a utilisé aussi des enregistrements vidéo de situations authentiques, ce n'est pas de la simulation, c'est du vrai travail au quotidien avec les formateurs et les apprentis. Et bien sûr, on a fait aussi des entretiens, on s'est entretenu au quotidien avec ces personnes. Certaines sont dans la salle et ont participé aussi à ce travail. Je les remercie ici en particulier. Alors, plus spécifiquement, depuis une dizaine d'années, on a eu l'occasion d'aller dans différents contextes professionnels, observer des situations de formation au travail de différents niveaux du système suisse de la formation professionnelle. On a commencé en 2005 avec des formations plutôt de type CFC, donc la formation professionnelle initiale. On a pu faire des observations dans le domaine de la mécanique automobile, on a fait des observations dans des ateliers de mécanique automobile d'entreprises publiques et des garages de différentes tailles. On a fait des observations aussi chez les automaticiens, dans différentes entreprises, à la fois des PME et des grandes entreprises industrielles. On a travaillé aussi de manière peut-être un peu moins approfondie sur la question des électriciens, des monteurs électriciens. Donc on va dire des métiers techniques du domaine de la formation professionnelle initiale. On a travaillé ensuite depuis quelques années dans un tout autre domaine de la formation professionnelle, plutôt la formation d'études supérieures, et on a fait des observations dans la formation des éducatrices, éducateurs de l'enfance. Donc, j'ai entendu ce matin dans une des interventions qu'il y avait parmi vous des personnes qui sont dans le domaine de la petite enfance. Peut-être que vous retrouverez certains éléments dans ce que je vais vous présenter. Donc on a fait des observations dans plusieurs institutions de la petite enfance autour de la question des stages. Donc on n'est plus ici dans la formation duale, on était sur les formations ES, on parle ici de stages et d'accompagnement par des référents professionnels de ces stagiaires. Et puis plus récemment, on s'est intéressé aussi à des formations de type HES, la formation des techniciens en radiologie médicale, et on a fait des observations
dans un hôpital universitaire, dans différents services de radiologie, à l'occasion de stages que les apprenants de la formation HES effectuent dans les contextes de travail. Donc en fait, on a travaillé, c'est ce que je voulais vous dire, avec une large palette de personnes qui accompagnent des apprenants, au sens large du terme, dans les situations de travail. Ça peut être des formateurs à la pratique professionnelle de la formation initiale, mais aussi des référents professionnels des formations ES ou les praticiens formateurs des formations HES. Et puis aussi des personnes qui sont en interaction avec les apprentis, mais qui ne sont pas toujours des formateurs estampillés ou qualifiés comme tels. Alors je vais prendre aujourd'hui des exemples surtout de niveau CFC et ES pour illustrer mon propos. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous dire que ces nombreuses observations qu'on a faites, donc on a allé beaucoup sur les terrains, on a enregistré par vidéo beaucoup de situations quotidiennes de travail entre les apprentis et les formateurs. Et ces données, on les a décryptées, transcrites, analysées avec certaines méthodes et certains outils. Je ne vais pas vous donner les détails de l'arrière-boutique. On les a aussi croisées avec des données de recherche et des théories sur l'apprentissage en situation de travail. Mais notre optique a été aussi de partir du principe que sur les terrains, sur le quotidien du travail, les formateurs ont aussi une forme de créativité, d'ingéniosité. Ils sont aussi porteurs d'une expertise sur leur capacité à transmettre. Et on a cherché aussi à partir de leur propre expérience pour la mettre en évidence. Ça fait aussi partie du travail de reconnaissance de leurs compétences. Et donc on a eu une démarche, on va dire, du bas vers le haut, c'est-à-dire en partant des observations, on a essayé d'identifier aussi quelles sont les compétences clés d'interaction des formateurs lorsqu'ils interagissent avec les apprenants. Alors je vais vous en présenter maintenant 5. Ce n'est pas exhaustif, on n'a pas une démarche qui visait à faire un inventaire systématique et clos de ces compétences. Mais en tout cas, il me semble que c'est 5 compétences d'interaction qui me semblent intéressantes à mettre en discussion avec les personnes comme vous qui êtes dans ce quotidien et dans cette réalité-là. Alors je vais vous les présenter maintenant et les illustrer avec quelques exemples de nos observations. Alors il y a une première compétence qui est très importante lorsqu'on observe le travail réel des formateurs en interaction avec les apprentis. C'est ce que j'ai appelé ici une compétence à aménager des opportunités de formation dans le travail. Alors ça renvoie à ce que Barbara Luc et David Perrault présentaient ce matin autour de la double casquette, c'est-à-dire ces situations où les formateurs dans les entreprises sont à la fois dans une situation de travail, mais ils doivent aussi aménager des opportunités d'apprentissage et de formation à l'intérieur même de la situation de travail. Bon, je vais vous donner ici un exemple. Il y aura une vidéo, mais plus tard, je ne vais pas illustrer tous les exemples par des vidéos. C'est une situation qu'on a pu observer dans l'atelier de mécanique automobile d'une grande entreprise publique, genevoise. Une situation dans laquelle un apprenti travaille en interaction avec son formateur, enfin la personne qui est responsable de sa formation dans l'atelier, et ils sont engagés dans le service sur un poids lourd, et ils doivent notamment faire des réglages sur les soupapes d'un moteur d'un poids lourd. Et il y a un moment, le formateur doit s'absenter pendant quelques minutes pour aller chercher une couchette, pour aller sous le camion, pour dévisser les pièces du moteur, pour faire le réglage des soupapes. Et c'est ce moment-là qui nous a paru assez intéressant pour illustrer cette idée que une des compétences d'interaction des formateurs, c'est de trouver des espaces et des opportunités de formation à l'intérieur du travail. Alors, le formateur va dire ceci, il dit je vais vite chercher une couchette. En attendant, tu cherches où sont les soupapes d'admission et d'échappement. L'apprenti lui répond ouais, j'ai déjà cherché. Et le formateur lui dit et puis alors? L'apprenti lui montre sur le camion échappement, admission, admission, échappement, échappement, admission. Donc c'est un moteur 6 cylindres. Le formateur lui répond ok, c'est bon. Ordre d'allumage d'un moteur 6 cylindres, j'ai pas encore fait. Et là il lui dit 1, 5, 3, 6, 2, 4. Donc cette situation elle peut paraître tout à fait banale et triviale, mais elle montre quelque chose d'important, c'est que dans le cours d'une activité de service et dans l'opportunité de s'absenter pendant quelques minutes, ce formateur peut trouver en quelque sorte
une occasion de rendre visible un certain type de savoir dans la situation de travail. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser l'apprenti attendre pendant 2 minutes sans rien faire, mais il va lui donner une tâche qu'il pourra faire pendant son absence. Et en lui donnant cette tâche, il va permettre de revoir ou de découvrir certains savoirs en lien avec le fonctionnement d'un moteur. Et ça nous paraît une compétence tout à fait intéressante, d'essayer d'être opportuniste quand la situation de travail nous permet de mettre en évidence certains types de savoirs. Alors qu'est-ce que ça montre? C'est aussi en lien avec certains éléments un peu théoriques. Je ne vais pas vous faire de la théorie ici, ce n'est pas mon rôle. Mais il y a des travaux en didactique professionnelle qui montrent que toute activité productive, toute activité de production, elle est aussi en partie constructive. C'est-à-dire, à travers l'activité de travail, les personnes sont aussi en train de construire des compétences et sont aussi en train d'apprendre à conceptualiser ce qu'ils font. Donc derrière toute activité de travail, il y a des opportunités aussi de construire les savoirs et les connaissances. Et on en a une bonne illustration dans cet exemple. Autre aspect qui me semble important, c'est qu'on voit bien ici le jeu de la double casquette, ou ce qu'on a appelé nous plutôt l'activité hybride de ces formateurs en entreprise, qui sont à la fois des travailleurs qui doivent accomplir des tâches de production, mais qui doivent aussi, de manière opportuniste, former et transmettre des savoirs. Et on voit bien ici comment ce formateur arrive à nicher en quelque sorte un espace de formation à l'intérieur d'une situation de travail. Alors, ce qui me paraissait aussi intéressant de considérer, c'est qu'on voit bien ici comment, dans cet exemple, le formateur va transformer, pendant quelques minutes, un contexte de service sur un poids lourd en une situation d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va, par son interaction, en quelque sorte, transformer le moteur et le camion en un outil de formation. C'est-à-dire qu'il va faire, en quelque sorte, advenir un contexte pour former, alors que finalement, on est dans un garage qui vise à produire un service. C'est intéressant de voir ici que les formateurs ont aussi le pouvoir dans l'interaction de transformer localement les règles du jeu de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec l'apprenti. Et donc c'est par ce genre d'exemple qu'on voit comment on peut faire une activité de formation à l'intérieur même des situations de travail. Donc première compétence que je voulais rapidement évoquer avec vous, c'est cette idée que les formateurs en entreprise doivent savoir ajuster en permanence ce qu'ils font entre le travail et la formation. On a vu ce qu'ils en disent ce matin dans les entretiens. On voit ici ce qu'ils font vraiment autour de cette combinaison de ces deux activités simultanées. Alors, bien sûr, les savoirs ne sont pas toujours formulés de manière aussi claire et de manière aussi visible et de manière aussi explicite que dans l'exemple qu'on vient de voir. Ce que je voulais vous montrer, c'est la deuxième compétence d'interaction qui me semblait intéressante à illustrer. C'est la très grande richesse, diversité et pluralité de la manière dont les savoirs professionnels peuvent être transmis dans les situations de travail. Ces savoirs ne sont pas tous énoncés, formulés par des mots, transmis comme dans une classe. Il y a des manières de pointer les éléments de savoir dans les situations de travail qui sont extrêmement riches et diversifiées. Et donc, une des compétences des formateurs en entreprise, c'est aussi de pouvoir jouer sur une large palette de manières de transmettre les savoirs dans le travail. Alors, pour illustrer ça, on va prendre un autre exemple de la mécanique automobile. C'est la situation, donc on est ici dans un petit garage qui a quelques mécaniciens, le patron et un apprenti. Et vous avez l'apprenti qui doit faire un service sur une voiture de tourisme. Il doit faire un changement il doit faire un service de 30 000 km. Et il y a un moment, il ne sait plus s'il doit changer des bougies ou pas. Donc il va voir son formateur et il lui dit Jeff, sur la Sonata, là, les bougies, on les change. Son formateur, il le fixe des yeux, il ne dit rien. Il se tait pendant quelques secondes. Ce qui fait que l'apprenti continue, puis il dit celle-là, on ne les change pas, non? C'est que Sonata, je ne sais plus. Le formateur, il reste muet, il le fixe dans les yeux, il ne dit rien. L'apprenti dit ça, c'est des platines, alors. Le formateur, il continue de rebondir. Et l'apprenti dit ouais, ça va être des platines. Le formateur dit va regarder sur le programme Hyundai. Donc, il le renvoie à la documentation de la marque. L'apprenti va regarder dans le bureau la documentation, il revient 5 minutes après, puis il dit ouais, on ne les change pas.
Donc on peut penser plein de choses de cet exemple, mais notamment ce que ça montre, c'est que on voit bien ici à quel point les savoirs qui sont en jeu dans la pratique, dans le quotidien du travail, sont d'une part très fortement ancrés et incorporés dans de l'action, donc ce n'est pas les savoirs abstraits, des savoirs livresques, des savoirs théoriques, mais c'est des savoirs ancrés dans une pratique. Est-ce qu'on change ou pas les bougies platines à 30 000 km? Mais surtout, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on voit bien comment certains savoirs peuvent être parfois transmis de manière explicite, comme dans le premier exemple, ou bien de manière beaucoup plus implicite, comme ici. À aucun moment, le formateur n'a donné la réponse, à aucun moment, il n'a dit la réponse à la question de l'apprenti. L'apprenti a dû, en quelque sorte, découvrir par lui-même la réponse à sa question. Donc on voit ici comment certains savoirs sont beaucoup plus implicites dans la manière dont ils sont transmis en situation de travail. Et donc dans cet exemple, le savoir n'a pas été transmis de manière traditionnelle par un énoncé, un contenu, mais il a dû être en quelque sorte inféré, reconstitué, reconstruit par l'apprenti dans une démarche dans laquelle le formateur l'a placé. C'est-à-dire que par ses regards, par son silence et par son injonction d'aller voir, il a pointé où était ce savoir, mais il ne lui a pas donné, en quelque sorte, la réponse. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce petit exemple, il y a plusieurs sortes de savoirs qui sont en jeu. Il y a à la fois des savoirs techniques, est-ce qu'on ne change pas des bougies platines à 30 000 km? En l'occurrence, on ne les change pas. Mais on voit qu'il y a aussi des savoirs beaucoup plus implicites qui sont véhiculés ici sur qu'est-ce que communique en quelque sorte le formateur par sa manière de ne pas répondre. Il est aussi en train de pointer d'autres sortes de savoirs ou de savoir-faire, c'est-à-dire on ne pose pas les questions sans être allé chercher la réponse, on n'interrompt pas toujours le travail de l'autre si ce n'est pas nécessaire. Il faut d'abord apprendre à être autonome et à trouver la réponse par d'aller demander à quelqu'un. Et ça aussi, c'est des savoirs qui ne sont pas dits, mais ils sont convoqués par la manière d'interagir avec l'apprenti. Donc il y a énormément de choses qui se transmettent dans l'interaction, au-delà des savoirs techniques qui sont en usage dans le travail. Et donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé dans beaucoup de terrains dans lesquels on est allé faire des observations, c'est à quel point dans les entreprises, on a cette culture de l'apprenti qui doit aller chercher les savoirs. Donc on n'est pas dans une culture simplement de la transmission, mais on est aussi dans une culture de la découverte du savoir par l'apprenti. Et il y a beaucoup de manières d'interagir des formateurs qui véhiculent en quelque sorte cette idée que c'est à l'apprenti d'aller chercher les savoirs, une sorte de construction autonome de la découverte des savoirs. Donc deuxième idée que je voulais porter à votre attention, c'est cette idée que dans les interactions entre formateurs et apprentis, il y a des compétences extrêmement riches et importantes qui sont en jeu derrière la diversité des manières de transmettre. On est sur quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement transmettre un savoir comme dans une classe entre un enseignant et un élève. On est sur des manières qui peuvent être beaucoup plus implicites, beaucoup plus tacites et passer par d'autres modes que simplement la parole. Il y a une troisième compétence, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, ça va être 12 minutes. Ça peut faire. Une troisième compétence qui nous a, en quelque sorte, non pas étonné, mais en tout cas qu'on a pu mettre en évidence dans notre travail, c'est ce qu'on a appelé une compétence à aménager des espaces de participation. Je pense que les formateurs en entreprise, ils sont en permanence confrontés à la question quelle va être la tâche que je vais donner à l'apprenti, dans quelle situation d'action je vais le mettre, quel est en quelque sorte l'espace de travail que je vais lui offrir. Et il y a toute une compétence qui est mobilisée dans la construction de ces espaces d'activité pour les apprentis, qui nécessite aussi beaucoup de tact et de compétences dans la manière de conduire l'interaction avec l'apprenti. Alors, je vais vous prendre un troisième exemple, qui peut aussi paraître extrêmement banal et quotidien, mais l'idée c'est de voir que c'est ça la transmission dans les entreprises et que derrière il y a des processus qui me semblent extrêmement intéressants. C'est dans le même garage, le même atelier de mécanique automobile que celui qu'on a observé dans le premier cas. C'est la situation où le formateur
travaillent à la réparation d'une pièce, d'un châssis de voiture, ils font une soudure, c'est-à-dire ils doivent souder une pièce défectueuse. Alors dans un premier temps, c'est le formateur qui va souder, hein, et l'apprenti qui l'observe. Et puis le formateur, il est en train de commenter ce que lui-même est en train de faire à l'apprenti qui le regarde. Il lui dit donc, avant de souder, on va préparer une pièce pour souder de bord en bord. L'apprenti qui le regarde, il dit ouais. Et ensuite le formateur, il s'arrête, il dit, tu veux essayer? Tu sais faire un peu, non? Donc il propose de souder la pièce à sa place. Et l'apprenti, ouais bien sûr, j'avais déjà soudé le support pour mon scooter. Le formateur dit, mais si tu fais le trou, c'est pas grave. Tu mets des gants. Ouais, je vais baisser un petit peu, donc là il va baisser l'intensité du poste à souder, et l'apprenti qui va réaliser la soudure à la place du formateur. Donc ici, c'est typiquement un moment en quelque sorte où l'activité elle change de main, c'est-à-dire c'est plus le formateur qui va faire, c'est l'apprenti qui va investir un espace de travail, de participation pour souder à sa place. Et donc ça montre bien à quel point apprendre dans la formation professionnelle, ce n'est pas seulement accéder à des savoirs qu'on entend ou qu'on nous transmet, mais c'est aussi avoir des occasions de participer à des activités. Et on voit ici comment l'apprenti accède à une opportunité de participer à l'activité de soudure. On voit ici dans ce petit extrait comment en quelques minutes, l'apprenti va changer de place en quelque sorte. Il va passer de la place de l'observateur à celui de soudeur. Et donc ça renvoie aussi à des travaux dans les théories de l'apprentissage professionnel qui ont montré à quel point apprendre, c'est progressivement investir des espaces de participation différents et en quelque sorte monter en responsabilité dans la manière de participer à ces activités-là. Ce qu'on observe aussi, et c'est aussi en lien avec ce que Barbara Duc présentait ce matin, c'est les enjeux de reconnaissance et de légitimation qui sont associés à la manière de participer aux activités. Quand le formateur donne le fer à souder à l'apprenti, d'une part, il lui transfère la tâche, mais il est aussi en train de le reconnaître comme étant suffisamment compétent pour qu'on prenne le risque de lui donner le fer à souder. Il est aussi en train de porter un regard sur lui qui n'est plus le même que celui qu'il avait avant de lui transférer cette tâche. Donc ça veut dire que les espaces de participation sont aussi en lien avec des manières de reconnaître les apprentis sur les relations de travail. Et puis on voit ici comment les formateurs utilisent en quelque sorte l'interaction avec l'apprenti pour préparer et aménager ces espaces de participation. Ici, le formateur n'a pas simplement donné le fer à souder, il dit tiens vas-y, il a aussi préparé ça en lui demandant s'il voulait le faire, et puis en aménageant aussi par l'équipement et par l'environnement son accès à cette activité. Et on voit que ça se construit aussi dans les interactions. Alors je vais prendre maintenant un autre exemple, on va sortir un peu des environnements de la mécanique automobile et des métiers techniques. Une des compétences aussi qu'on a pu mettre en évidence, c'est ce qu'on a appelé l'aménagement des configurations de participation. C'est un peu un prolongement de ce que j'ai montré à l'instant, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'interaction, on n'est pas seulement en train de positionner l'apprenti dans une certaine activité, mais on est aussi, en tant que formateur, soi-même en train de se positionner dans une activité en collaboration avec lui. C'est-à-dire qu'on a pu observer qu'une des compétences des formateurs, c'est d'organiser des situations dans lesquelles eux-mêmes vont prendre certains rôles par rapport aux activités que les apprentis vont mener. Et ça, c'est un travail qu'on a fait en particulier dans le domaine de l'éducation à la petite enfance. Donc en observant des référentes professionnelles avec des stagiaires, donc on n'est plus ici dans les formations duales CFC, mais dans les stages de la formation ES, on a observé que ces référentes professionnelles, donc les formatrices sur le terrain, elles ont différentes manières d'organiser l'activité des stagiaires avec les enfants. Parfois, elles se mettent en retrait et elles observent la stagiaire qui accompagne les enfants dans une activité. Parfois, elles co-animent l'activité avec la stagiaire, elles font avec elle. Et parfois, elles font l'activité et la stagiaire observe. C'est-à-dire qu'elles montrent en quelque sorte l'activité de la stagiaire. Il y a différentes manières, en quelque sorte, d'organiser le tandem entre la stagiaire et la référente. Et ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point
ces manières différentes d'organiser la relation entre la référente et la stagiaire, elles se transforment en permanence dans les activités. Alors on va prendre un petit exemple. Ce sera la petite illustration vidéo de ma présentation. Donc c'est une situation dans laquelle vous avez à droite la référente professionnelle, donc c'est la formatrice, et à gauche la stagiaire. Donc l'étudiante, elle est en deuxième année de formation, c'est un stage en fin de deuxième année de sa formation. Et donc la stagiaire qui est sur la gauche, elle va lire une histoire aux enfants. Donc les enfants sont réunis autour d'eux. Et puis la petite fille qui est Ada, là, ici au milieu, que la stagiaire aimerait bien faire se déplacer. Donc elle va lui demander de se déplacer et vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir quelle est en quelque sorte l'activité de la référente. Comment est-ce que la référente va interagir avec la stagiaire dans cette situation-là. Alors, pour écouter l'histoire, moi je pense que Guillaume et Adir, il faut que vous asseyez là, sinon vous n'allez pas voir. Mais tu sais, Adir, je t'explique quelque chose. Viens vers moi. Alors tant pis, Guillaume, tu peux aller t'asseoir là, comme ça tu verras bien. Tu sais, Adir, je vais montrer les images aux enfants là, toi tu vas pas voir, c'est dommage. C'est pour faire le bricolage, après si tu écoutes pas l'histoire, tu arriveras pas. Tu veux venir avec moi? On va s'asseoir à côté d'Ora là-bas ensemble et tu te mets sur mes genoux? Non. Comme ça, moi aussi, j'aimerais bien voir l'histoire de Sarah. Non, tu viens avec moi? Il y a plus de place. Oui, à côté de nous, oui. Regarde, je vais me mettre là, à côté de Nomade, et tu peux venir sur mes genoux. Vas-y, Adir. T'as pas envie? Viens, Cocolette, regarde ici. Comme ça, tu verras le livre. Non. Pourquoi tu n'as pas envie? Regarde, Sarah, tu peux nous montrer le livre? Tu vois? Nous, on voit tous. Toi, tu vois rien du tout. Alors, viens ici. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un petit dinosaure. Ok, donc c'est une toute petite illustration, mais qui montre aussi comment, lorsque une stagiaire est placée en situation d'animer une activité et qu'elle rencontre certaines difficultés, sa référente peut lui venir en aide en quelque sorte. Mais elle ne va pas lui venir en aide simplement en lui donnant des conseils, en lui disant quoi faire, mais elle va participer, elle va changer sa place en quelque sorte, d'abord en co-animant l'activité avec la stagiaire, puis en lui montrant indirectement comment faire. Donc, je pense que c'est une belle illustration qui montre aussi à quel point on voit que ces formateurs en entreprise, au sens large du terme, ces personnes qui accompagnent les apprenants dans les situations de travail, sont aussi en train d'utiliser des manières différentes d'organiser leur propre activité en lien avec les enjeux de formation. Alors le temps passe, je vais passer sur ce dernier exemple parce que je n'aurai pas le temps et je voulais vous parler un peu d'autres choses pour terminer les quelques 2-3 minutes qui me restent dans ma présentation. La question c'était maintenant, ok, on a observé ce qui se passe dans les entreprises ou dans les institutions dans lesquelles il y a de la formation. On a identifié quelques compétences interactionnelles qui nous semblent importantes et qui sont au cœur, en quelque sorte, du travail des formateurs de terrain. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est comment est-ce qu'on peut aider les formateurs en entreprise ou les personnes qui accompagnent les apprenants de différents statuts à développer leurs compétences d'interaction. Et je voulais juste pour finir vous montrer 2-3 pistes dans lesquelles on a commencé à s'engager. Alors, ce qu'on a développé depuis maintenant 2 ans, c'est un outil en quelque sorte diagnostique sous la forme d'une espèce de fiche. Je ne l'ai pas ici agrandi suffisamment, mais en quelque sorte c'est un outil qui permet à les formateurs de terrain d'identifier quelles sont les forces et les faiblesses de leurs environnements de travail pour l'accompagnement des apprentis, c'est-à-dire d'identifier à la fois quelles sont les ressources qui sont mises à la disposition des apprenants dans les situations de travail, mais aussi comment ils perçoivent que les apprenants s'engagent et font utilisation de ces ressources. Et donc c'est un outil qu'on a utilisé avec des formateurs dans différents contextes qui permettent en quelque sorte à des formateurs d'être un peu outillés pour comprendre comment ils interagissent avec les apprentis, pour se poser des questions sur la manière dont se construisent les interactions avec les apprentis. Et ces outils sont développés dans des formations continues, certaines dans le cadre du CASDAS formation d'adultes, où on donne un module sur les interactions verbales en formation, mais aussi des formations
à l'Office genevois pour la formation professionnelle et continue, dans lequel Barbara Duc et Eric Tonnelier offrent aussi un module qui permet de présenter un peu cet outil de développement des compétences d'interaction des formateurs. Et juste pour terminer, je voulais également montrer qu'on a fait un travail plus d'accompagnement des équipes de formateurs dans le domaine de la petite enfance. On a accompagné un secteur des espaces de vie infantile de la ville de Genève à développer un pôle formation, c'est-à-dire des éducateurs qui sont dans les rôles de formation, qui veulent se regrouper pour développer leurs compétences d'interaction dans l'activité de formation. On les a accompagnés pour observer des situations de travail. Ils ont fait des enregistrements vidéo de leurs interactions avec les stagiaires. Donc on les a accompagnés dans le fait de filmer leur activité, de la transcrire, de l'analyser. Et puis on a développé des ateliers d'analyse collective de ces situations dans lesquels ils peuvent développer aussi leurs compétences d'interaction, partager leur expérience d'accompagnement des stagiaires. Et donc, je terminerai là-dessus. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces interactions, elles peuvent sembler d'une banalité incroyable, parce qu'elles sont tellement incorporées qu'on ne les voit plus. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est en quelque sorte l'importance de repérer que c'est un outil de travail des formateurs. Et comme tout outil, il faut d'une part repérer qu'il existe, et puis il faut aussi apprendre à l'utiliser, et puis il faut aussi l'entretenir, et puis peut-être le partager aussi avec d'autres. C'est ce que j'essayais de vous illustrer très rapidement. Merci beaucoup pour votre attention.